Bonjour, je me présente, Geneviève Desrosiers, ostéopathe. Aujourd'hui, avec vous, j'avais envie de parler du mécanisme des pressions. C'est un mécanisme souvent méconnu, mais qui est constamment en action dans notre corps et a des grandes influences sur nos organes internes. Alors, sur quoi peut jouer le mécanisme des pressions? Bien, principalement pour toutes les personnes qui présentent des ptoses. Alors, c'est quoi une ptose? Une ptose, c'est une descente d'un organe. On peut avoir un utérus, une vessie, même le rectum des fois, qui va descendre et venir frôler les parois vaginales chez la femme. C'est très incommodant. Aussi, toute la dynamique de la vessie. Donc, l'incontinence urinaire des phares, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on a chaud ou on saute à la trampoline, on a des pertes d'urine. Vous faites du jogging, vous perdez un peu d'urine. Ça peut aller de quelques gouttes, comme ça peut aller aussi à l'urine qui coule constamment et qu'on n'arrive pas à arrêter à tout moment. Puis, on trouve aussi les dynamiques d'hernie. Une hernie, c'est une invagination de votre petit intestin, ou en tout cas de la paroi à l'intérieur, le péritonéal, qui veut aller vers l'extérieur du corps. Alors, ça va faire des masses, des boules, qui vont se présenter souvent aux aines, ou on retrouve aussi ombilicales. Puis finalement, la dynamique de constipation basse. Constipation basse, c'est un amas de matière fécale, mais vers la fin de votre gros côlon. Alors voilà, toutes ces problématiques peuvent être en relation au niveau mécanique avec l'équilibre de pression interne de votre corps. J'ai dessiné le bonhomme Pixbury. Pourquoi? Alors, c'est mon bonhomme pneumatique. Parce que le corps humain doit se battre contre la force de gravité, des forces extérieures du corps, mais il y a toute une réalité de pression à l'intérieur du corps qui est aussi indépendante et intrinsèque de l'extérieur. Mon bonhomme Pixbury vous permet de visualiser comme il faut les volumes de pression qui constituent le corps. Alors, le corps a des volumes qui doivent réguler une pression. Et ce volume de pression, s'il n'est pas régulé correctement, va affecter le volume en dessous. Puis, qu'est-ce qui sépare en fait ou qui aide à réguler ces volumes? Mais c'est le jeu des grands diaphragmes dans le corps. On connaît tous, en tout cas pour la plupart, le diaphragme thoracique, qui est au niveau, qui vient séparer finalement la fin de vos côtes et la dynamique abdominale. Ce diaphragme est un muscle qui permet la respiration principalement. Puis lorsque vous inspirez, vous gonflez vos poumons, le diaphragme descend, puis va créer une pression sur les organes de l'abdomen dans le bas-ventre. Puis ensuite, quand vous expirez, il remonte. Et là, on a un changement de pression, tout le bas va remonter. Alors, on a un jeu de diaphragme comme ça, abdominal, entre le volume thoracique et le volume abdominal. Mais vous allez retrouver les mêmes dynamiques au niveau crânien aussi, cervico-thoracique par votre tente du cervelet, qui est un méninge, une membrane qui vient séparer vos encéphales, votre cerveau, de votre cervelet, qui est la partie basse au niveau crânien du système nerveux. Puis, on retrouve le même diaphragme au niveau pelvien qu'on va souvent appeler le plancher pelvien. Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur deux diaphragmes. Le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien qui est un petit peu plus bas, qui vient fermer finalement la coupole de notre bassin. Puis, on va regarder ensemble tout l'impact de la dynamique et de la synergie de ces grands diaphragmes sur votre dynamique génitale. Alors, sur votre utérus, sur votre vessie, sur votre rectum.
Première chose à comprendre, c'est qu'il y a une synergie dans le corps entre les différents diaphragmes. Lorsqu'on a un diaphragme qui bouge ou qui descend, il va entraîner en synergie l'ensemble des autres diaphragmes avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une chaîne myofaciale. Si vous regardez dans les différentes études sur les chaînes myofaciales, je vous invite à lire Thomas Myers, qui a fait une étude vraiment intéressante. Puis, vous allez retrouver la deep front line dans son langage à lui, ou la chaîne antérieure profonde, qui va faire une énumération musculaire, mais vraiment pertinente pour le sujet qu'on a à aborder ensemble aujourd'hui, parce qu'on se rend compte finalement que nos 3 diaphragmes sont une continuité musculaire et qui vont avoir une action synergique toute leur vie. Je vais vous donner un aperçu bref, mais vous avez le diaphragme thoracique qui vient fermer la coupole puis le bas de votre thorax. Puis, qui va devenir en arrière, va venir s'ancrer sur vos lombaires par ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Puis là, cette structure-là va faire comme un parachute. On a tout le dôme en avant, mais qui est ancré au bas par ces piliers du diaphragme. Mais ces piliers du diaphragme sont tricotés, serrés dans les fibres du psoas, qui vont s'entremêler dans leur attache au niveau des épines des lombaires. Alors, on a les piliers diaphragme qui deviennent finalement les psoas, et les psoas vont partir plonger en avant pour aller s'ancrer sur le petit trochanter à l'intérieur des cuisses, au niveau de la partie haute de l'épiphyse du fémur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on a la partie basse de votre bassin, par les psoas, qui est ancrée au niveau de vos membres inférieurs, qui est en fait déjà une partie de la structure du diaphragme thoracique. Et en bas, au même niveau de chaque côté des psoas, on trouve un bol qui est bercé par les psoas de chaque côté. Ce bol-là, eh bien, c'est votre diaphragme pelvien. C'est la naissance des muscles du plancher pelvien. Alors, on a un lien mécanique entre le bas et le haut. Mais on retrouve la même chose vers le haut, parce que votre diaphragme se trouve à être le siège du cœur et du péricarde. Le cœur est assis sur le centre phrénique du diaphragme, puis attaché, son péricarde dans son enveloppe est attaché par tout plein de petits ligaments, solidement, et va venir se fixer au niveau dorsal haute. Fait que ça va créer un axe aussi du haut vers le haut et qui va se tricoter serré avec les érecteurs du rachis. Alors, on a aussi une attache supérieure du diaphragme. Alors, c'est vraiment très, très intéressant parce que juste au niveau postural, regardez ce qui se passe. Je m'affaisse, j'ai un diaphragme qui est moins fort, qui est moins tonique, donc qui va avoir une ampleur respiratoire moins efficace. Et il s'agit juste de redresser ses lombaires, rentrer son ventre. On vient ériger votre bassin. On vient tendre les piliers inférieurs du diaphragme. Et on fait un port de tête avec une érection cervicale. Et on vient tendre la partie supérieure de la chaîne. Et là, on a un diaphragme tendu, prêt pour un travail d'amplitude. Un travail diaphragme d'amplitude, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration plus efficace, mais c'est un mécanisme d'épression aussi beaucoup plus efficace. Alors, on va voir où ça nous mène. Les dépressions. Le premier lien qu'on peut faire, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que le diaphragme, étant le muscle qui active le processus de respiration, fait un mouvement d'abaissement et de montée, comme ça. Puis, il va suivre le rythme de votre respiration. Lorsque vos poumons se gonflent, il y a une amplitude, une ouverture thoracique, mais il y a aussi une ouverture, un allongement du haut et du bas du corps par la descente du diaphragme. Lorsque le diaphragme descend, il va créer une compression sur tout ce qui est en dessous. C'est logique. Donc, il va pousser le foie, il va pousser l'estomac, il va pousser le petit intestin, il va pousser le côlon. Puis, tout au bas, qu'est-ce qu'on a? On a une vessie, puis on a un utérus. Parce que n'oubliez pas que le plafond de l'utérus et de la vessie, c'est vos intestins. Alors, l'importance de la descente
est proportionnelle à l'importance de la montée. Parce que si vous avez un diaphragme, puis vous prenez de grandes respirations, puis il pousse tout le monde vers le bas, bien, il faut qu'après, il remonte et crée une succion par le jeu des pressions internes du corps pour remonter toute cette vague liquidienne et d'organes vers le haut. Et on a toujours le jeu de la descente et le jeu de la montée qui sont normalement proportionnels et qui assurent que je n'ai pas d'organes qui restent en bas. Hein? Que tout le monde reste en apesanteur dans le corps, bercé par ce jeu de vagues. Un diaphragme qui pourrait être tendu ou une cage thoracique qui manquerait d'amplitude. Je vous donne le cas de figure. Quelqu'un a beaucoup de tension thoracique ou en fait l'infection pulmonaire, il y a eu de l'inflammation, ça l'a collé, hein, puis il a perdu l'amplitude. Ou un autre cas de figure, on a une personne qui a fait beaucoup d'anxiété puis qui aurait une tendance de rétraction. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que lorsqu'on prend une inspiration, normalement, on doit avoir un mouvement de côte qui permet une ouverture latérale et antéro-postérieure pour permettre aux poumons de prendre toute l'amplitude nécessaire pour prendre son air. Si le thorax ne permet pas ce mouvement d'ouverture par manque de mobilité, faites-vous-en pas, le poumon il va gonfler pareil. Mais il va gonfler où? Il va gonfler en bas. En fait, votre poumon va aller se gonfler, puis il va créer une très grande pression ou une très grande demande au niveau diaphragmatique. Et ça va faire une poussée vers le bas, très très forte ou beaucoup plus grande que ce que la normalité biomécanique de votre corps est prêt à recevoir. Alors, une limitation de mouvement thoracique pourrait créer une plus grande force de poussée vers le bas. Qu'est-ce qui arrive quand on pousse trop vers le bas? Bien, on fait descendre les organes peut-être un peu plus que ce qu'ils sont faits pour au niveau ligamentaire et dans leur système de soutien. Alors, regardons l'impact mécanique ou la vision ostéopathique du mécanisme des pressions sur justement les problématiques de descente d'organes, de perte d'urine, d'hernie. Comment ça fonctionne? En fait, on vient de voir que la poussée du diaphragme vers le bas va créer une hyperpression abdominale et pelvienne. Donc, c'est comme si on poussait sur la tête de la vessie puis de votre utérus de façon démesurée. Puis de manière, il faut que ça sorte quelque part. Hein? Si je pousse sur votre tête, vous allez avoir une tendance à vouloir sortir vers le bas. Eh bien, c'est ce qui arrive, par exemple, à l'utérus. Si je crée une pression sur la tête de l'utérus, elle va sortir par l'espace qui est en bas. Puis qu'est-ce qu'on a en bas? On a un vagin, donc une ouverture qui permet de libérer la pression interne qui est trop élevée. J'entends d'ici mes confrères, consoeurs qui ont étudié comme moi l'anatomie, mais peut-être avec une paire de lunettes différentes. Alors, bonjour à tous les physios et médecins que j'apprécie et je chéris. Mais je vous entends déjà me dire « Geneviève, non, la descente d'organes, c'est pas comme ça que ça se passe. » Alors voilà, on va parler ensemble. Puis, je vous rappelle que c'est ma compréhension jusqu'à maintenant de l'anatomie et de la mécanique du corps. Donc, ce n'est peut-être pas une vérité assez solide. C'est un sujet de discussion que je vous invite et de réflexion. Alors voilà, dans l'étude anatomique classique, où ce qu'on entend beaucoup, ou ce qu'on traite beaucoup, c'est que dans les descentes d'organes, eh bien, principalement, on aurait une faiblesse du plancher pelvien. Alors, on devrait s'assurer d'avoir, j'ai fait ma petite maison avec la flèche, un plancher vraiment solide qui permet de s'assurer de faire une contre-force suffisante pour soutenir les organes. Puis, les organes sont attachés, hein, ils ne sont pas lousses comme ça dans le ventre. Alors, ils ont tout un système ligamentaire très solide qui permet de fixer les organes à différentes structures dans le bassin. Par exemple, si on parle de l'utérus vessie, il y a des ligaments, des lames là, faciales qui s'attachent de la symphyse en avant, puis là, qui vont de chaque côté là, faire comme des haubans faciales, puis venir fixer là, à l'arrière, au niveau du sacrum, des sacroiliacs, là, toute la structure urogénitale qu'on appelle. Puis il va y avoir aussi par-dessus un ligament qu'on appelle le ligament large. C'est comme une grande nappe qui vient fixer, puis séparer aussi la réalité
de l'intestin, hein, puis du péritoine, en dessous, tout ce qui est urogénital, donc la vessie, l'utérus, le rectum. Alors, on aurait tout ce système ligamentaire qui vient solidement fixer l'organe et qui est le principal joueur dans le fait qu'il ne peut pas descendre, hein, parce qu'il est attaché par des cordes. Tout ça est vrai. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'on a un système ligamentaire qui joue dans l'ancrage des organes. Je suis d'accord aussi avec le rôle d'un plancher qui ne doit pas être trop souple, mais avoir une certaine tonicité pour participer. Mais pour moi, en tant qu'ostéopathe, c'est une vision simplement incomplète. C'est une vision qui se tient, mais incomplète. Parce que ce n'est pas tout de s'assurer d'avoir un plancher solide. Et ce n'est pas tout de s'assurer d'avoir des cordes solides dans cette complexité du corps interne. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui pousse d'en haut vers le bas. Parce que si j'ai une force qui pousse constamment, bien, les ligaments, ils vont finir par s'étirer. Puis le plancher pelvien, il va finir par céder. Il y a une logique dans l'anatomie et c'est là que je veux vous amener. Alors oui, continuez à suivre les conseils de votre physio, faites des exercices de renforcement de votre plancher pelvien. Oui, regardez votre équilibre hormonal, puis pour toute la dynamique de l'élasticité, de la souplesse de vos ligaments. Mais regardez aussi qu'est-ce qui se passe avec votre plafond. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser du haut vers le bas et qui pourrait affecter et participer à la dynamique du déséquilibre de vos organes ou de perte d'urine ou d'hyperpression, finalement. Alors, un des joueurs que j'ai mis ici avec mon petit bonhomme avec un nuage brun, c'est votre intestin. On a vu le diaphragme un peu précédemment, mais le plafond des organes gynécologiques, c'est votre intestin. Un intestin se doit d'être souple, se doit d'être mobile, se doit d'être en santé pour avoir une belle fonction. Si votre intestin est ballonné, prend beaucoup de temps dans sa digestion, donc il y a toujours beaucoup de nourriture à l'intérieur, qui est un bol là, alimentaire qui est en transit, qui a plus de gaz, plus de liquide, il va gonfler. Et il va être plus lourd, c'est mécanique. Alors, il peut avoir un poids provenant de votre intestin qui est constant. Vous avez aussi toutes les dynamiques de constipation aussi qui peuvent venir. Si vous avez des matières fécales résiduelles dans votre côlon, ça vient augmenter le poids aussi du haut vers le bas et qui peut affecter vos organes. Donc, la santé intestinale est vraiment importante dans toutes les dynamiques qu'on peut rencontrer de problématiques, pour moi, gynécologiques, puis surtout dans les problématiques d'hyperpression au niveau gynécologique. Maintenant, ce qu'on voit au niveau ostéopathique, c'est aussi des adhérences ou un manque de mobilité au niveau de l'intestin et du cadre colique. Dans les processus d'inflammation dans le corps, il peut arriver que la texture des liquides change et qu'il y a des adhérences au niveau organique qu'on peut retrouver. Vous pouvez même le sentir par un massage de votre ventre. Vous avez la possibilité d'avoir un ventre qui est très souple, mais des fois, on a un ventre qui est très dur. On a un ventre qu'on a de la misère à mobiliser l'intestin de gauche, à droite. Il y a de la douleur aussi à la palpation. C'est sensible. Tout ça peut jouer aussi sur la mobilité globale des organes parce que n'oubliez pas que quand on inspire, les organes descendent. Mais quand on expire, ils remontent et ils doivent être en mesure de suivre cette vague-là dans le corps de montée et descendre. Si j'ai un intestin qui vient s'accoler, il peut bloquer ce processus puis faire qu'il y a toujours une poussée, soit vers le bas ou même vers le haut, ce qui est plus rare, mais ça peut arriver. Alors, la mobilité de l'organe est hyper importante. On a vu les grandes forces du haut vers le bas. Je pense que vous commencez à comprendre ma vision où je veux vous amener. On va terminer avec qu'est-ce qui se passe du bas vers le haut, mais qui a une influence aussi majeure sur le mécanisme de pression. Alors, parlons du plancher pelvien.
Nous avons, je ne sais pas si vous voyez ici la maison, là, avec la flèche qui symbolise le plancher, hein, qu'on va travailler beaucoup dans les exercices de rééducation périnéale. Alors, on a une vision anatomique plus ancienne qui va représenter le plancher pelvien comme un bol. Alors, on a le bol pelvien ici, avec l'utérus que j'ai schématisé à l'intérieur, puis le nuage là, de l'intestin qui pousse vers le haut pour vous garder dans mon concept. Mais ce bol, hein, la vision initiale, serait que le plancher pelvien est en forme de bol et accueille gentiment les organes, comme des fruits, hein, qui sont déposés au niveau du bol, puis qu'il y aurait des ligaments qui le tiennent. Bon, je vous fais ça très schématisé, là, on a du plaisir. Mais finalement, il s'est avéré que le plancher pelvien, dans sa biomécanique vivante, hein, pas sur l'étude d'un cadavre où tous les tissus sont morts, donc manque de liquide, manque de vitalité, ce qui fait qu'effectivement, quand on fait une dissection sur mort, ben, ça ressemble à un bol. Les plans, la coupole musculaire, hein, qu'on s'appelle, elle est tombée, elle est devenue atome, puis elle forme un bol. Mais chez l'humain vivant, donc sur nous, hein, ce qui nous intéresse. On a des IRM en mouvement survivant qui nous ont démontré dans les dernières années que finalement, le plancher pelvien, c'était tout sauf un bol. Ça avait une forme déjà en deux couches, avec les puborectaux ici, là, des muscles diagonales. Puis, lors, pour contrer la pression, la contraction de ces muscles allait former une coupole. Alors, il est former là, deux coupoles qui viennent contrer une contre-pression vers le haut, comme une trampoline, littéralement. Alors, nos organes seraient comme des ballons quand il y a une contraction musculaire, puis ces forces-là viennent créer un rebond, puis viennent participer à aider à faire une contre-force d'envolée sur notre organe. C'est extraordinaire. On passe du bol où finalement la paroi musculaire est complètement passive et participe très peu au soutien des organes, à un mécanisme fonctionnel où la contraction musculaire des puborectaux forme une trampoline, finalement deux trampolines, j'en ai une à gauche puis une à droite, qui viennent créer une contre-force constante, comme un pompage, puis en même temps un jeu de poussée qui maintiennent cette dynamique d'apesanteur des organes dans le ventre. Ces organes qui sont toujours fixés, hein, mais les ligaments ne jouent plus 100% du rôle de dire c'est nous qui gardons l'organe à sa place. Non, les ligaments permettent à l'organe de gager sa place au milieu, de rester dans son axe positionnel, mais on a tout un jeu de pression, de contre-force qui permet de faire flotter finalement les organes dans les tissus endopelviens qu'on appelle, donc toute la dynamique là, des muqueuses autour, très confortable au niveau du corps par l'hydratation de ces tissus. Fait que l'utérus, c'est comme dans un nid très confortable de tissus gorgés d'eau, de liquide, et sur un fond musculaire qui va pomper et pousser latéralement vers le haut. Fait que ça, c'est un des mécanismes vraiment importants au niveau local, au niveau pelvien, qui participe à maintenir nos organes en place, puis à contrer la poussée du haut. On a un autre des mécanismes que j'avais le goût d'aborder avec vous, que je trouve extrêmement intéressant, qui demande un petit peu plus de connaissances mécaniques, mais on va essayer de vulgariser ensemble. Je suis sûre qu'on va y arriver. En fait, on a les têtes fémorales. Les têtes fémorales, c'est quoi? C'est les articulations de vos hanches, chaque côté. Alors, ça, c'est mes fémurs. Ça, c'est mon articulation de hanche qui sont pris, on ne voit pas avec la vidéo, là, mais qui viennent se fixer de chaque côté du bassin. Puis, ces têtes fémorales-là sont reliées par un ligament à la pointe de la tête qui rentre dans l'articulation et qui a des prolongements avec le muscle obturateur interne. Alors, qu'est-ce que le muscle obturateur interne? Vous avez votre bassin et de chaque côté, il y a les ischions. Tu sais, quand on s'assoit, là, puis on a des os qui permettent de s'asseoir au sol, c'est nos ischions. Alors, ces ischions, ces deux os-là, si vous regardez dans le livre d'anatomie, je vous mettrai une photo après. Eh bien, il y a un trou au centre et il y a une paroi musculaire
qui est l'obturateur, qui est là. Et cet obturateur-là permet finalement de séparer l'extérieur du bassin. Puis l'intérieur, où on est là finalement dans ce fameux bol, mais qui n'est plus un bol, de votre dynamique pelvienne. Alors pourquoi tout ça? En fait, c'est qu'on a un mécanisme très intéressant au niveau postural qui, quand on est debout, on va toujours avoir un petit mouvement de rotation externe, interne et externe, de vos têtes fémorales, donc de vos hanches. Mini mouvement-là, je l'exagère. Et ce mouvement-là vous permet de garder une posture, hein, de rester droit. On n'est jamais complètement hypomobile, à moins qu'on verrouille musculairement, mais si on est relâché debout, il y a toujours un jeu musculaire. Mais ce petit mouvement spécifiquement-là de rotation des têtes fémorales vient stimuler l'obturateur interne, qui, lui, va envoyer des vagues liquidiennes, donc une poussée. Et cette poussée va faire une contre-force aussi vers le petit bassin et va participer à créer une poussée du bas vers le haut pour maintenir cet équilibre d'apesanteur entre les forces du bas et les forces du haut et maintenir nos organes intègres. Tout ça m'amène à avoir envie de conclure avec vous sur l'étoile gynécologique. Alors, je vais commencer par vous la présenter. C'est une représentation schématique du bassin qui nous a été enseignée par un grand ostéopathe, Philippe Druel. On a en haut SX, le sacrum. De chaque côté, les premières branches de l'étoile, SI pour les sacro-iliaques. Alors, c'est quoi? C'est l'os qui vient finir le sacrum au dos, puis son articulation avec les deux iliaques, les os du bassin ou des hanches. En avant, les deux pointes inférieures, on a les coxo-fémorales pour articulation du membre inférieur des hanches. Puis en avant, SP pour symphyse pubienne, qui est l'articulation fonctionnelle antérieure du bassin. Puis au milieu, le soleil, c'est l'utérus que j'ai schématisé. Qu'est-ce que c'est finalement si je vous représente ça dans mes mains? Bien, c'est une représentation du cadre osseux du bassin. Alors, j'ai le sacrum en arrière, les deux articulations sacro-iliaques, qui deviennent les iliaques, hein, les os des hanches, qui viennent se rejoindre en avant par un joint mobile, qui est la symphyse pubienne. Puis dans cette unité fonctionnelle-là du bassin, de chaque côté, on a les hanches qui viennent s'articuler. Puis au haut, derrière le sacrum, on a les lombaires, donc les vertèbres du bas du dos qui commencent. Puis, cette belle mécanique permet le dernier mécanisme ou le dernier système de protection des organes internes du petit bassin que le corps a de façon, avec une ingénierie, moi je trouve fascinante, créée. Quand vous êtes debout, quand vous marchez, quand vous bougez, vous avez des forces. Hein, si vous courez, si vous sautez, vous avez des forces du bas, du sol qui vont monter vers le haut dans votre corps, puis votre corps va ressentir ces rebonds, ces forces-là. Puis, grâce au concept de l'anneau pelvien puis de l'étoile gynécologique, bien, les forces ascendantes hein, qui vont passer par vos membres inférieurs, par vos os, vont détourner les organes au centre, puis vont passer dans l'anneau pelvien jusqu'au lombaire, puis monter dans votre squelette. Alors, vous pouvez aussi dans les livres d'anatomie observer les lignes de force dans les os. Ça, c'est les lignes, les travées osseuses, comment l'os s'est construit. Puis on voit la direction comme ça des mouvements ou des strains que l'os a dû faire face, puis c'est structuré dans tout ça. Alors, l'anneau pelvien fonctionnel permet en partie de dévier toutes les forces d'impact dans sa structure osseuse pour monter vers le haut et protéger la dynamique intérieure. Pourquoi le corps voudrait protéger la dynamique intérieure? Bien, parce que le corps va, au niveau biomécanique, protéger principalement une chose, c'est la survie de l'espèce. Puis la survie de l'espèce, bien, ça passe principalement par deux organes. On a d'abord le cœur, pour des raisons évidentes, et l'utérus, parce que l'utérus permet de porter l'enfant
donc assurer la continuité de notre espèce. Donc, les deux organes primordiaux au niveau biomécanique dans le corps, c'est le cœur et l'utérus. Puis étonnamment, ces deux organes ont un système biomécanique qui se ressemble. Au niveau pelvien, on a l'étoile gynécologique qu'on va parler à l'instant. Et au niveau thoracique, on a ce que moi j'appelle l'étoile thoracique, parce qu'il s'apparente beaucoup à ce qu'on va voir en bas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un système osseux et musculaire et facial qui permet de maintenir l'utérus ou le cœur au centre dans une forme de trampoline ligamentaire où il peut esquiver toutes les forces ou les impacts pouvant venir de l'extérieur. Alors, il est comme dans un petit nid protégé de tout impact extérieur. Il vit dans une petite réalité tissulaire indépendante. Et moi, j'appelle ça une trampoline tissulaire, où à chaque fois qu'il y a une force, lui, il prend le rebond, mais il est esquivé. Il n'y a rien qui arrive directement dessus. Si on envoie une ligne de force directement sur un utérus, bien, on pourrait nuire à ce qu'il contient, donc à l'enfant. Si on envoie un nombre de force trop forte sur un cœur, bien, il pourrait sauter un battement puis nuire à votre intégrité de vie. Alors voilà. Mais maintenant, ça c'est un mécanisme fonctionnel. C'est une biomécanique en santé. Qu'est-ce qui arrive si, pour X raison, votre utérus se tasse légèrement? Alors, il sort, il n'est plus au centre dans son système d'apesanteur, puis vient se tasser sur le côté. Eh bien, tout le corps, faites-moi confiance, on le voit tellement en clinique, tout le cadre osseux et musculaire va essayer de préserver l'intégrité de l'utérus. Donc, l'étoile va shifter. Hein? C'est ce qu'on voit quand j'ai quelqu'un qui va rentrer puis il va être comme ça, OK? Ou un accident d'auto avec ceinture puis il y a eu un gros impact thoracique. Hein? Tout le corps a revolé au niveau du cœur. Puis des fois, au niveau mécanique, le cœur translate. Hein? Faites-vous-en pas. On n'est pas en train de parler de trouble cardiaque. On est en train de parler d'une position anatomique qui ne serait pas 100% parfaite dans le cadre osseux. Alors, on a un glissement. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le thorax va accommoder, va essayer de recréer cet espace de suspension. Et là, les gens vont se ramasser dans des positions de syphose thoracique du jour au lendemain, ou vont se ramasser dans des postures au niveau lombaire dysfonctionnelles qui engendrent des problématiques mécaniques et des douleurs mécaniques. Mais à la base, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a simplement un cadre osseux qui essaie d'accommoder un organe. Et si il n'y arrive pas, bien, il ne pourra plus protéger l'organe des lignes de force qui viennent du bas vers le haut, par exemple, pour le bassin. Alors, vous devinez la suite. Si mon cadre osseux ne peut plus prendre l'impact de force du bas vers le haut pour la dévier, bien, elle risque d'arriver plutôt sur l'organe et ça va venir déséquilibrer le mécanisme des pressions. Donc, ça peut participer, pour rester dans notre thématique, à, par exemple, une problématique de ptose d'organes. Parce que j'ai mon mécanisme qui permettait de contrer les forces du haut vers le bas peut être fêlé. Puis à ce moment-là, bien, simplement une force de respiration du haut vers le bas devient trop grande. Puis l'organe bien, se voit pousser vers le bas. Simplement. Alors voilà. Est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a plein. Il y a plein de solutions. D'un point de vue ostéopathique toujours, la première chose va passer par l'hygiène de vie. Alors, je vais vous donner des clés à observer dans votre hygiène de vie, des exercices qui peuvent être faits qui vont pouvoir aider ou contrer ou aider à rebalancer ces mécanismes. Alors, l'exercice que j'affectionne beaucoup dans les cas
de déséquilibre, dépression, c'est le FIT, donc la fausse inspiration thoracique. C'est un exercice qui vient initialement du yoga et qui a été adapté par le docteur Bernadette de Gasquet. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur Internet. J'en ai mis sur mon site Internet aussi disponible, qui est un exercice de respiration, donc qui utilise le diaphragme pour créer un vacuum, une aspiration et essayer d'aider à remonter le contenu abdominal vers le haut, puis jouer sur le mécanisme de pression interne du corps. Alors, fausse inspiration thoracique. Maintenant, au niveau postural, comme on a parlé tout à l'heure, eh bien, de s'assurer d'avoir un diaphragme très fonctionnel va aider et ça passe par une posture érigée, une posture plus allongée. Ça peut vous aider aussi. Dans les trucs d'hygiène de vie aussi essentiels pour contrer les problèmes, par exemple de descente d'organes ou d'incontinence urinaire ou de perte urinaire, et voilà. Bien, c'est la santé des intestins, pour ce qu'on a parlé tout à l'heure. Un intestin doit être en mesure de se vider de façon régulière, avoir une belle souplesse et on ne devrait pas tolérer un intestin qui est toujours gonflé, ballonné, douloureux, parce qu'il peut créer une force ou une pression sur nos organes gynécologiques. Alors, au niveau postural, il y a, si vous présentez des descentes d'organes, il y a des postures ou des exercices évidemment à éviter. Alors, tout ce qui est à fort impact, trampoline, course à pied, corde à danser, c'est peut-être pas le temps de le faire tant que votre mécanisme de pression n'est pas rétabli. Puis, deuxième chose, c'est tout ce qui va dans l'exercice faire une flexion de tronc va créer l'effet tube pâte à dents puis une pression augmentée sur vos organes. Alors, l'exercice classique à éviter, c'est les set-ups, hein? Ou quand vous avez à vous pencher pour ramasser quelque chose, vous créez une flexion. Pour contrer ça, essayez de faire des mouvements plus de flexion au niveau de vos genoux, plutôt des flexions de tronc. Il y a des abdominaux qui ne nécessitent pas de flexion de tronc. On appelle ça les abdominaux hypopressifs. Je vous mets un lien aussi après la vidéo pour les découvrir. Puis, surtout, c'est d'essayer de coordonner votre respiration. Quand vous avez à forcer, eh bien, il faut expirer pendant que vous faites le mouvement de forcer. Pourquoi? Eh bien, quand on expire, souvenez-vous, il y a une montée du diaphragme, donc naturellement un vacuum des organes vers le haut. Alors, si vous forcez, il y a une contraction des abdos et il va y avoir souvent une flexion de tronc qui va créer une force vers le bas. Alors, ce qu'on veut, c'est annuler les forces. Alors, en soufflant, vous montez le diaphragme et vous venez réduire l'impact de la poussée. Alors, souvenez-vous, je force, je souffle. Puis, finalement, tous les exercices qui vont vous aider à approfondir votre respiration, avoir un meilleur contrôle sur l'expiration, une détente aussi qui va permettre de diminuer les signes d'anxiété pour diminuer l'effet incompressif thoracique qu'on pourrait avoir, va jouer sur le mécanisme des pressions. Puis, une fois que vous avez fait tous ces exercices, mais la dernière chose, ou en tout cas une des choses qui peut vous aider, c'est effectivement consulter un thérapeute qui fait de la mécanique. Ça peut être un ostéopathe, mais ça peut être un chiro, ça peut être un physio, et bien d'autres, qui va pouvoir vous aider à retrouver une intégrité mécanique de l'ensemble, principalement de votre bassin, de vos hanches, puis au niveau thoracique aussi et diaphragmatique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous a amené un petit peu plus loin dans la réflexion. Bon entraînement à tous, puis n'oubliez pas, il y a toujours de l'espoir quand on présente des troubles urogénitales. On voit beaucoup d'améliorations en clinique, donc placez des trucs, posez vos questions, mais ne désespérez pas et vous n'êtes pas seul. De nombreuses femmes et hommes au Québec vivent avec ces multiples troubles de santé. Merci beaucoup, puis à bientôt!